Bon, je tourne cet avertissement pendant le montage parce que je me rends compte que la vidéo qui va suivre, elle est assez violente. Donc on va dire que les gamins de moins de 12 ans, vous foutez le camp. En même temps, qu'est-ce que vous faites devant YouTube? Vous pouvez pas aller faire un tour de vélo ou taper dans le ballon, il fait beau dehors. Hein. Allez, cassez-vous! Quelle excellente journée pour une vidéo. Ça te satisfait? Intensément. Attends, j'ai un truc pour toi. Tu lis la Bible, Ringo? La marche du vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Putain, le con, je me suis planté. Et c'est le pouvoir du Christ qui te pousse à céder. Ta mère regarde tes vidéos en enfer, papate. Oh putain! Ouais, non, c'est bon, je suis pas payé pour ça, moi. À d'autres. L'Exorciste, sorti en 73, est LE film d'horreur par excellence. Je l'ai vu. Maintes et maintes fois copié, mais jamais égalé. Réalisé par William Friedkin, Sorcerer, Bug, French Connection, L'Enfer du Dimanche, d'après un livre de William Peter Blatty. Ouais, cherche pas d'autres trucs qu'il a écrit, tu vas te faire mal. Rappelle-toi juste qu'il a écrit et réalisé le 3, la véritable suite, et écrit également le préquel. Et attendez, il y en a combien? 4. Il y a l'original, il y a l'hérétique, le 3 qui ressemble plutôt à un thriller, et le préquel. 2 trop. Bon, on va peut-être pas parler de tout, non? Pas que j'aime pas parler de lui, hein, mais... Non, rassurez-vous, on va parler que de l'original. Oui, voilà, ça suffit. On peut faire vite, s'il vous plaît? Les autres, ils en valent pas vraiment la peine, hein, de toute façon. Pour le casting, on va s'arrêter à 4 personnages. Regan, interprété par Linda Blair, que t'as revu dans... pas grand-chose, si ce n'est la suite et des caméos. Chris, sa mère, interprétée par Ellen Burstyn, qu'elle on a revu très régulièrement et dans les trucs plutôt bien. C'est par exemple la mère de Jared Leto dans Requiem for a Dream. Et là, beaucoup plus dernièrement, c'est la vieille Murphy dans Interstellar. Le père Merrin, interprété par Max von Sydow. Mais si, tu le connais. C'est l'acteur fétiche d'Ingmar Bergman. Attends. C'est le roi Osric dans Conan. Attends, plus populaire. Le juge suprême Fargo dans le juge Dredd. Celui avec Stallone. Non? Si, dans Star Wars 7, Lord Santekka, le vieux qui donne la carte à Poe Dameron. Et voilà. Et le père Karras, interprété par l'illustre inconnu Jason Miller. Non mais cherche pas, il arrive du théâtre. Par contre, il a repris son rôle dans la seule suite à peu près valable. Le 3. Bien joué. Et la musique? On est vraiment obligé d'en parler là? Ah oui. Parce que ça a beau être des musiques préexistantes, Tubular Bells de Michael Field, ça te colle un malaise. Oui, bon, mais il faut rien exagérer non plus. Il connaît parfaitement l'historique. La célèbre actrice Chris McNeil mène une vie heureuse à Washington avec sa fille. Bon, jusqu'ici, ça pue l'ennui de la vie mondaine. Mais qu'est-ce que tu commences à penser quand pendant une réception, Regan sort de sa chambre en transe et menace un invité en pissant par terre? Qu'elle est malade? Et c'est un prêtre qui vous le dit. Donc, batterie d'examens qui concluent tous à des troubles nerveux dus à l'adolescence. Sauf que moi, j'ai jamais pissé par terre pour avoir un scooter. Enfin bref. Sauf que les crises de Regan sont de plus en plus violentes. Spasmes, délire, comportement scatologique, masturbation blasphématoire. Ça suffit là, non? Un dédoublement de personnalité? Non, on a vérifié. Si vous aviez vu défiler autant de psychotiques que moi, vous sauriez que c'est comme si elle croyait être Napoléon Bonaparte. Bon, mais reste donc la religion. Il est possédé. Il faut faire venir un père exorciseur. Comme disait Jésus, ou Jean-Claude Duss, je sais plus, sur un malentendu, ça peut marcher. Et c'est là que ça devient rigolo. Intervient alors le père Karras, un prêtre rongé de culpabilité qui doute de sa foi depuis la mort de sa mère. Je crois que j'ai perdu la foi, Tom. Oh là 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 là. Et la lutte va commencer.
Le démon qui a pris corps en Regan ne s'attache pas seulement à la détruire elle, Jusqu'à ce qu'elle pourrisse et schlingue à 10 pieds sous terre. mais semble vouloir faire perdre tout espoir aux gens qui l'entourent. Excellent. Et il va donc amplifier le mal-être du prêtre qui lui pourtant veut faire de son mieux. Donc en fait on a un démon qui veut non seulement faire du mal à sa proie, mais également à son entourage, donc au prêtre lui-même. Sauf que le prêtre, en plus de lutter contre le démon, lutte déjà contre lui-même. Bon, ça pourrait être pire, hein. Regan pourrait être en fait consciente de ce qui lui arrive et supplier en douce pour qu'on l'aide. Pendant les premières séances, Regan va... ce qu'il en reste, va s'employer à réclamer l'intervention d'un autre prêtre. Non, le père Mérine. Et là, mon vieux, un cirque. Ça jure, ça crache, ça vomit, ça se casse les cervicales, ça va même jusqu'à s'envoler pendant les prières, tellement bien que le père Carras va devoir sortir, perdant pied devant les provocations du démon. Non, tu n'es pas ma mère! Sauf que quand il revient, le père Mérine est mort d'épuisement. Donc Carras, qui se sent une fois de plus coupable, va se jeter sur Regan. Bon, ça se castagne un peu, et Carras, précédant finir, va supplier le démon de le prendre lui. Pas avec un crucifix, non, on a déjà eu assez de déviance sexuelle comme ça, c'est bon. Baise-moi! Lâche-moi! Laisse Jésus te baiser! Tu vas le baiser! Je t'encule profond, sale flic! Ta mère suce des queues en enfer, Carras! Je t'habite au fond de son cul, espèce de minable connard! Suceur de queue! Silence! Vœu exaucé. Sauf que reprenant le dessus sur lui-même, il va se sacrifier en se balançant par la fenêtre, emportant le démon avec lui. Regan est donc libéré au sacrifice de 2 prêtres, hein, quand même. Oui, bon, fin quoi, fin. Tu as dit qu'il y en a qu'une. Parce que c'est un film culte. 1973. Et on en parle encore aujourd'hui comme la référence du film de possession. Sincèrement, à côté des autres exercices, ils sont bien tristes. 1-2, où Regan est à nouveau possédé, mais cette fois-ci par le démon du téléfilm. Mort d'ici, Satan. Elle est à moi, à jamais! Non! À jamais! 1-3, où le père Carras revient d'entre les morts, possédé par l'esprit d'un serial killer. Et c'est le moins pire. Cette fois, vous allez perdre. Et le préquel donc, qui revient sur les jeunes années du père Mérine et ses expériences africaines, qui est certes une daube, Pardonnez-moi mes péchés. mais qui justifie son existence en tentant de répondre à quelques questions que posait l'original. D'abord, ça pourrait faire plus de mal que de bien. Pour les scènes d'horreur, parce qu'il n'y a pas de surenchère, tout est mesuré. Le crescendo de violence est parfait. Tellement bien que le film réussit le tour de force de nous faire craindre, plus que tout, un rire de petite fille. Pour le jeu des acteurs, parce que la performance commune rend le film hyper immersif. Crois-moi bien que franchir une porte dans ce film, d'ailleurs souvent la même, ça devient une épreuve, hein. Et puis sans conteste pour l'intelligence du film. T'es obligé pendant la première partie de t'identifier à cette pauvre mère de famille désespérée de voir sa fille sombrer dans la folie. Oh non! Et obligé en même temps de prendre en pitié la faiblesse de ce pauvre prêtre qui subit le harcèlement mental d'une petite fille. Regarde et prends pitié! Tu as tué ta mère, Carras! Elle est morte toute seule! Tu ne toi! pardonneras Retourne pas jamais! au Seigneur! Salope! C'est tellement intelligent et introspectif que le bien se sacrifie pour que le mal libère l'innocence. Cogite un peu à ça. On a tous du mal en nous, et personne n'est innocent s'il ne fait pas les bons choix. Est-ce que c'est fini? Je suppose que vous savez. Est-ce que tu savais que la fameuse scène où elle fait le pont dans l'escalier n'a été visible qu'à partir de 2001 dans la version Director's Cut? Que le dégoût du père Carras quand il se fait vomir au visage, il est authentique, hein, parce qu'à la base il devait être touché au torse. Que plutôt que de simuler le froid de la chambre, en fait tout le plateau était une chambre frigorifique. Que la voix de Regan possédée est interprétée en VO par Mercedes McCambridge, une alcoolique repentie qui s'est remise à boire et à fumer pour trouver sa voix. Que le démon par lequel Regan est possédée n'est pas le diable comme elle le prétend elle-même. Moi je suis le diable! Mais le démon Pazuzu, que la souffrance sur le visage d'Hélène Burstein quand elle est projetée au sol, c'est pas un fake non plus. Elle était tirée par un câble, mais William Friedkin, jugeant les prises précédentes peu convaincantes, s'en est chargé lui-même. Un peu trop fort visiblement, puisque même aujourd'hui, elle lui a toujours pas réadressé la parole. Il y a une dernière anecdote. Que Linda Blair n'était pas toute seule sur le plateau, la pauvre petite, puisque sa mère jouait avec elle. C'est cette infirmière là. Conclusion, le film culte de possession. S'il faut en garder qu'un, c'est celui-là. Je me rappellerai toujours de la première fois où j'ai vu le film gamin. J'ai pleuré de trouille. Et j'ai beau l'avoir vu 50 fois depuis, il faudrait pas qu'il y ait une coupure de courant pendant la projection. Oui, mais j'ai quand même une question.
La petite est libérée, le prêtre est décédé. Mais le diable, il est passé où? Va savoir. Non, 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 mon Dieu, non! Fais-le! Non! Non! Fais-le! Pitié, non! Bon, et pour faire grimper le bas, je vais vous montrer le bas. Ah ouais, t'es déçu, hein? Ouais, ben en fait, t'as qu'à cliquer dessus, puis tu pourras voir ce qu'il y a derrière. Non, mais c'est promis. C'est promis, vas-y.